Bonjour! Aujourd'hui on a du drama et pas n'importe quel drama, hein, du drama à base d'emprise et de gnôle et tout ce qu'on adore. Donc j'étais sous emprise, donc on sait exactement ce que ça veut dire. Le leader du collectif de youtubeurs Trash, Neoxys, accusé de gnôle. Alors je sais pas si vous connaissez Trash, je ne connais que de nom. Enquête, fondateur et leader de la chaîne Trash, qui compte près de 3 millions d'abonnés tout de même, le youtubeur Neoxys est accusé de gnôle par 2 femmes. Une plainte a été déposée pour gnôle aggravé. Le vidéaste conteste toutes les accusations. Alors on va voir d'abord cet article, ensuite nous verrons la réponse de Neoxys, il a tout de suite répondu, ainsi que un thread qui débunk toutes les victimes, appelons-les comme ça. Donc, 2 jeunes filles, Léa et Marie, accusent le youtubeur Neoxys de gnôle en 2020. Alors, vous savez, c'est comme quand quelqu'un dit j'étais sous emprise, c'est comme les gens qui traitent les autres de fachos. On perd toute crédibilité, c'est tellement vu et revu, et ça veut rien dire, j'étais sous emprise. Oui, t'étais amoureuse. Et donc qu'est-ce que... Bon, je vois pas ce qu'elle veut dire par là à chaque fois. La première, âgée de 22 ans, vient de déposer plainte contre le fondateur de la chaîne YouTube Trash. Les 2 jeunes filles décrivent à 20 minutes des rapports d'abord consentis qui basculent dans la violence sans leur accord. Claque, anal et par surprise, étranglement. Bon. Interrogé par 20 minutes, Neoxys réfute ces accusations et parle de rapports consentis dans les 2 cas. J'ai matché avec lui sur une application de rencontre, puis il m'a proposé qu'on se voit. Je me souviens bien de la date parce que c'était juste après mon anniversaire, raconte Léa. Pour elle et pour Marie, 2 jeunes filles aujourd'hui âgées de 22 ans, l'histoire commence de la même manière. Quelques jours après avoir fêté leur 19e anniversaire, elles rencontrent le youtubeur Neoxys, alors âgé de 32 ans. Auprès de 20 minutes, Léa et Marie décrivent des gnôles similaires survenus à quelques mois d'intervalle au cours de l'année 2020. Des rapports d'abord consentis qui basculent brusquement dans la violence. Si Marie a rapidement reconnu Neoxys, Léa n'a aucune connaissance de la notoriété du vidéaste avant de le rencontrer. De son vrai nom, Laurent Cardon, Neoxys est le leader et fondateur du collectif Trash, dont la chaîne YouTube compte 2,8 millions d'abonnés. Alors moi aussi, je ne le connais pas, son visage ne me dit absolument rien, donc bon... Après, ça peut se comprendre. En septembre 2023, 3 ans après les faits, Léa a finalement déposé une plainte pour gnôle aggravé. Le parquet de Paris confirme l'ouverture d'une enquête confiée au 2e district de police judiciaire qui précise que le mis en cause n'est pas connu pour d'autres faits. Laurent Cardon, que nous avons rencontré pendant 1 heure dans les locaux de 20 minutes, conteste fermement ces accusations et évoque des relations consenties. Je ne tenais pas debout et je me suis cassé une dent. Ah oui, donc ça c'est une des victimes qui le dit. Début janvier 2020, Léa rencontre Laurent Cardon, alias Neoxys, dans un bar, après des échanges en ligne. Ils enchaînent sur un second bar avant de se rendre chez lui. Il m'emmène directement dans sa douche. Ok, raconte-t-elle. Donc ça passe du bar à la douche, ok. Il me retourne, oui, et je me prends le mur, aïe, parce que je suis éméchée et que je ne tiens pas debout, d'accord. Je me suis cassé une dent, aïe. Puis ils vont dans la chambre, donc elle se casse une dent, mais elle va comme dans... non, normalement tu dis, attends, je me suis pété une dent, enfin je sais pas. Bon. Donc ils vont quand même dans la chambre. Durant le rapport, il a commencé à me donner des claques sur le visage. Ok, à un moment, il me dit que le préservatif a craqué, il l'enlève et continue sans s'en remettre, poursuit-elle. Un acte réalisé sans son consentement. Même éméchée comme je l'étais, je n'aurais jamais pu accepter cela, assure-t-elle. Je suis hypocondriaque et je ne prends pas de contraceptif. Ce dernier aurait ensuite procédé à une pénétration par surprise. À ce moment, je n'étais pas en mesure de bouger car j'étais sous le choc de ce qu'il se passait, d'accord, raconte-t-elle. Puis c'est le trou noir, en effet. Léa n'a plus aucun souvenir, elle se souvient seulement du réveil à ses côtés le lendemain matin. Bah oui, mais elle était complètement bourrée, c'est normal. Le jour d'après, elle se sent particulièrement mal. Oui, parce qu'elle était complètement bourrée la veille. Je me lève, je repense à ce qui s'est passé, je vais vomir. Oui, parce que tu étais bourrée. C'est ça qui te fait vomir. Raconte-t-elle, ce jour-là, j'ai été malade comme je ne l'avais jamais été. Oui, parce que tu étais bourrée. Bref, Neoxys surpris des accusations.
10 jours après leur premier rapport, Léa se rend chez sa gynécologue en raison de métrorragie, des saignements survenus en dehors des règles qui ont commencé la nuit de leur rencontre. Cela a duré des jours sans s'arrêter. Au bout d'un moment, cela m'a vraiment inquiétée, donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Sa gynécologue confirme que cette patiente a consulté le 16 janvier 2020 au cabinet médical. Lors de la consultation, elle a déclaré... C'est 2020, ça date comme il y a 3 ans. Elle a déclaré avoir été victime de rapports textuels non consentis selon une attestation que nous avons pu consulter. Est-ce qu'elle peut le dire comme ça? Lors de la consultation, elle a déclaré avoir été victime de donc de gnôle, comme ça, pouf. Il n'y a même pas, bah non, j'ai suivi un mec chez lui, j'ai pris ma douche avec lui, ensuite on a fait des bidules, il a été un peu violent par la suite. Non, c'est tout de suite, ouais, j'ai été gnôlée. Il n'y a pas de... Ok. Pas de demi-mesure ou quoi que ce soit. Elle ne confronte jamais Laurent Cardon à ce sujet, ne prenant la mesure de la gravité des faits qu'après leur séparation. Pendant 10 mois, ils entretiennent une relation avec une dynamique BDSM introduite à sa demande, assure ce dernier. Pendant 10 mois, elle l'a vu. S'entretient. Quoi? Attendez, ils venaient de se rencontrer, ils vont dans des bars, ils vont dans la douche, elle se casse une dent, ils font des bidules, et là, devant un médecin, devant la gynéco, elle dit qu'elle s'est faite gnôler par ce mec, mais par contre, elle entretient encore une relation pendant 10 mois avec lui. Ouais. Une qualification qui laisse Léa sceptique. S'il s'agissait d'une relation BDSM, il y aurait eu un aspect mutuel, explique-t-elle, ce n'était pas le cas. D'accord. Auprès de 20 minutes, Laurent Cardon se dit particulièrement surpris des accusations de son ex-petite amie. Il nie toute possibilité d'un rapport non protégé. Je me serais mis en danger moi aussi, affirme-t-il. Bah ouais. À ce moment-là, elle était encore une inconnue. Il reconnaît néanmoins les autres actes décrits par Léa, tous réalisés avec le consentement, voire à la demande de cette personne. Il s'attarde notamment sur la pénétration anale, qui demande de la préparation et affirme en avoir discuté avec elle en amont. Il nie également l'état d'ébriété de cette dernière. À chaque date, je me fixe la règle de ne pas dépasser un verre par personne, argue-t-il, nous fournissant pour preuve la photo d'un ticket de caisse du bar qu'il a conservé depuis janvier 2020. Pourquoi? On est allé dans un seul bar et on a vu un seul et unique cocktail. Mais pourquoi ça gardait? Vous savez, moi j'avais ce problème-là avant. Je gardais absolument tous mes tickets de caisse, mais il y en avait, ça faisait 10 ans que je les avais dans mon porte-monnaie, il y avait même plus d'encre dessus, c'était tout blanc. Peut-être qu'il a ce problème-là. Alors, du coup, je comprendrais tout à fait. Je fais des check-ups de consentement. Mais moi, c'était des tickets de caisse qui servaient à rien. Genre, quand je faisais mes courses, je sais pas, je les rangeais et je les oubliais. Et j'avais un bon tas de 5 cm comme ça de tickets de caisse dans mon porte-monnaie. C'était ridicule. Enfin bref. Donc oui, je fais des check-ups de consentement. En plus, je fais régulièrement des check-ups de consentement avec les filles que je fréquente, assure-t-il. Dans un message envoyé à Léa 1 mois après les faits, il écrit en effet « J'ai quand même peur de te gnôler, tu sais. » J'ai quand même peur de te gnôler? D'accord. C'est compliqué de savoir quand tu veux et que tu veux plus. Ah, c'est ce genre de nana. Ok, on a compris. Ce à quoi elle a répondu « Tant que je ne te dis pas le safe word, tu peux y aller. » Tant que je ne te dis pas le safe word, c'est quoi le safe word? Il y a un mot pour dire tu ne m'as pas fait de mal pour l'instant, donc je ne me fais pas de soucis. Mais qu'est-ce que c'est que ces gonzesses? Non mais c'est un oui ou un non. Il n'y a pas de oui mais non, mais oui mais non, mais oui mais non dans la même soirée. Au bout d'un moment, mais arrête. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce délire? Mais il y en a beaucoup qui font ça. Cette dernière explique qu'elle était sous son emprise, bien sûr, et dans le déni de son agression, évidemment, lorsqu'elle a rédigé ce message. Oui. Un propos confirmé par ses amis qui disent avoir rapidement discerné les signes d'une relation déséquilibrée. J'ai toujours eu l'impression qu'elle était un peu utilisée, qu'il y avait une emprise qui se prolongeait dans l'intimité. Oui, mais c'est quoi? C'est toutes des... Comment s'appelle? C'est toutes des féministes? Explique Wanda, qui la connaît depuis 11 ans. Mais je n'osais pas critiquer sa relation de peur qu'elle n'ose plus en parler à personne et qu'elle ne s'isole. L'une de ses plus proches amies, Mathilde, affirme que la relation les a même éloignés. Je me rendais compte qu'elle ne faisait rien pour se défaire de lui, déplore-t-elle. Pourtant, j'essayais de lui faire comprendre qu'elle allait de plus en plus mal. Elle était amoureuse. Petit à petit, la prise de conscience. Lorsqu'on a repris contact après la rupture, j'ai vu un changement drastique. Elle était bien plus heureuse, bien plus libre dans sa manière de penser, poursuit-elle. Léa commence alors à porter un regard nouveau sur des événements qu'elle n'avait jusque-là évoqués qu'en plaisantant. Par exemple, elle avait l'habitude de rigoler de sa dent cassée. Petit à petit, j'ai senti qu'elle n'en parlait plus de la même manière. Cela s'est fait progressivement, sur des mois, voire des années, précise Cécile, une autre amie proche. Bah oui, mais si elle en rigolait, c'est que ça l'a pas traumatisée, cette dent.
En mars dernier, Léa confiait à 20 minutes avoir brusquement eu un flashback. Hein, oui, un jour il m'a fait mal pendant le rapport, donc je l'ai repoussé. Se rappelait-elle, il m'avait attrapé les mains pour me bloquer et forcé la pénétration. 10 jours plus tard, elle renseigne un procès-verbal auprès du commissariat de Lille dénonçant les agissements de Laurent Cardon à son égard. Ne se sentant pas encore prête à porter plainte, elle dépose d'abord une main courante avant de franchir le pas cet automne. L'affaire a depuis été transmise au magistrat de Paris. Très proche de filles très jeunes. D'abord connue pour sa chaîne Pokémon Trash. C'est pour ça que je connais pas. Laurent Cardon fonde le collectif Trash en 2015. Il réunit une dizaine de prestataires pour réaliser des vidéos éducatives concernant la science, l'histoire, les jeux vidéo, les mangas, le cinéma ou encore les comics. Ça m'a l'air pas mal. Bref, toute la culture qu'on aime, précise la description de la chaîne YouTube. 4 ans plus tard, le collectif explose. La plupart des membres annoncent leur départ les uns après les autres dans une série de vidéos intitulée « Je quitte Trash ». Ah, mais oui, mais ça j'en ai entendu parler. Je crois que tout le monde se moquait de ce truc-là, le « Je quitte Trash ». Enfin, vite fait, mais je me souviens plus trop. Ils arguent notamment d'un management toxique et de conflits internes. Dans la foulée, en 2020, plusieurs d'entre eux intentent des procès pour violation du droit... Je sais pas pourquoi j'ai censuré le mot. Donc, violation du droit d'auteur et diffamation au fondateur de la chaîne. Dans ce cadre, on m'a sollicité pour témoigner parce que j'ai été la première à dénoncer son comportement au travail, affirme une ex-manager du vidéaste. Cette dernière a plusieurs fois été amenée à l'accompagner en convention, événement au cours duquel il anime des stands et rencontre des fans. Elle a pu constater qu'il était souvent très proche de filles très jeunes. Ça veut dire quoi? Celle qui s'étonne de ne pas avoir été contactée plus tôt à son sujet, l'a elle-même fréquenté à peine majeure lorsqu'elle travaillait pour lui. J'avais entre 18 et 19 ans à l'époque. Le vidéaste, quant à lui, venait d'atteindre la trentaine. Auprès de 20 minutes, Laurent Cardon assure au contraire avoir instauré dans le collectif des politiques très strictes concernant les relations avec les abonnés. Elles sont strictement prohibées. Dans un document précisant la politique au sein des chaînes de trash, communiqué à 20 minutes, les directives sont particulièrement claires. Pas de texte surprise, de kni ou de le matin ou pendant le sommeil, même si elle vous a dit d'accord la veille. Quoi? Attendez, faut que je relise la phrase. Dans un document, on est d'accord, un document précisant la politique au sein des chaînes de trash, la chaîne YouTube, communiqué, les directives sont particulièrement claires, pas de texte surprise, de kni ou de... Comment ça, la politique au sein des chaînes de trash? Mais entre collègues, il faut dire ça? Genre c'est le règlement intérieur? Enfin, qu'est-ce que... Quoi? Bon, pourquoi pas. Ou de nuit le matin, ou pendant le sommeil, même si elle vous dit d'accord la veille. N'insistez jamais pour avoir un rapport, pas de texte si la personne est ivre. C'est juste la base. Retirer le préservatif ou ne pas prévenir qu'il a craqué, c'est du gnôle. Ou encore, en tant que ah bon, c'est du gnôle de... Bon, en tant que youtubeur, n'invitez jamais à la textualisation de la conversation. Le risque est trop grand que la phrase soit sortie de son contexte et que vous passiez pour un prédateur. Le document s'achève par un lien renvoyant vers une liste des youtubeurs call-out interpellés publiquement. Ça doit être tellement fade de pas... Enfin... N'invitez jamais à la textualisation de la conversation, c'est-à-dire, on peut pas faire de blagues? Non, parce que moi, les blagues de cul, j'aime bien. Ah, je vais vous dire un petit truc, une petite anecdote. J'étais dans un salon de thé avec une amie et son copain. Et bah, du coup, salon de thé, on buvait du thé. Donc lui, il me sert. Alors forcément, vous savez, avec la théière, on fout toujours du thé partout. Et je lui dis, ah bah t'en as foutu partout. Et il m'a répondu, oui, on me dit souvent ça. Bon, voilà, bon, on a tous rigolé, c'était très drôle. Et c'est tout, personne n'a porté plainte. Donc, rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Une abonnée, Marie, affirme pourtant avoir été gnolée par le vidéaste. La jeune fille, qui évoque difficilement le sujet, n'a pas porté plainte de peur que les démarches judiciaires ne représentent une pression trop importante. Ça fait mal de se dire que j'ai été agressée par une personne que j'ai suivie pendant des années et qui a contribué à forger qui je suis. Mais pourquoi tu vas sortir avec un youtubeur que tu admires? Déjà, rien que ça. Faut pas sortir avec des gens qu'on admire. Ça gâche tout. Surtout si ça fait des années que tu le suis, comme tu vas gâcher toutes ces années parce que la personne va forcément te décevoir à un moment. C'est pas du tout... disons qu'il y a l'image que la personne renvoie et puis il y a ce que la personne est réellement. Et bah, l'image ne correspond pas souvent. Voilà. C'est très très rare que ça corresponde. Donc faut pas... T'es fan, tu l'admires, mais tu l'admires de loin. Faut pas sortir avec.
Confie-t-elle à 20 minutes. Plus jeune, hein, c'était ces vidéos que je regardais quand j'allais mal. Aujourd'hui, rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Bah voilà. Début décembre 2020, quelques jours après avoir fêté son 19e anniversaire, Marie se rend chez le youtubeur qu'elle suit depuis ses 14 ans. J'en suis ressortie avec des marques, il m'a mis des claques et des coups dans le dos, raconte-t-elle. Il m'a demandé s'il pouvait me mettre des coups de poing. J'ai dit non. Comment ça, je peux te mettre des coups de poing? Bah non. Ensuite, il m'a allongé sur le dos et a commencé à m'étrangler à deux mains. Et poursuit-elle, il ne m'a pas demandé mon accord, j'ai failli m'évanouir, je me sentais partir, et il a arrêté avant que je ne perde vraiment connaissance. Elle dénonce un rapport d'abord consenti, mais rapidement devenu violent. J'ai commencé à lui faire une... Mais sur le moment, j'ai eu un gros moment de recul. Je n'avais plus envie. Il m'a forcé à le faire en exerçant une pression sur ma tête. Ah oui, bon, ça, ils font tous ça. Arrêtez avec cette pression sur la tête, c'est terrible. J'ai dû lui expliquer que c'était un gnôle. Marie et Laurent ne se sont plus revus. Les rares fois où elle est revenue vers elle, elle a ressenti une forme de malaise hein, sans réussir encore à l'identifier. Je n'ai pas réalisé à quel point c'était grave jusqu'à ce que j'en parle à ma copine de l'époque. Son ex-petite amie avec qui elle entretenait une relation libre assure que quand elle est rentrée, Marie n'était pas vraiment dans son état normal. Elle se confie finalement quelques jours plus tard. Plus elle rentrait dans les détails et plus j'étais mitigée, hein, poursuit Louisa. Il a fallu que je lui explique de manière pédagogique hein, que ce qu'elle me décrivait constituait un gnôle. Cette dernière assure l'avoir vue se replier sur elle-même après cet événement. Marie m'en a parlé pendant des mois. Cela l'a beaucoup affectée. À l'évocation de ces faits, Laurent Cardon conteste vivement. Il reconnaît avoir eu un rapport textuel avec la jeune fille, mais assure que tous les actes réalisés étaient parfaitement consentis. Je savais qu'elle était sur Twitter et qu'elle était militante, donc j'ai fait très attention. Non, tu sors pas avec ce genre de fille. Comme toujours, mais là, d'autant plus que je connaissais les risques, hein, précise-t-il. On avait même instauré un safe word. Oh, mais quelle horreur! Mais pour lui, les coups étaient en réalité juste 3 ou 4 claques sur les fesses pour voir si elle aimait bien. Non mais, si... comment dire? Si tu en es à instaurer un safe word, ne couche pas avec. Surtout une militante, tout ça, tu sais très bien que ça va se retourner contre toi. Tu le sais très bien. Et puis, je sais pas, coucher avec des gens qui sont dans une telle faiblesse où tu dois instaurer des mots comme ça... Non, tu lâches l'affaire, tu couches avec des gens normaux qui sont stables mentalement et ça se passera beaucoup mieux, tu ne finirais pas dans 20 minutes. En mars dernier, alors qu'il n'avait pas échangé depuis 2020, il reprend soudainement contact avec Marie pour savoir s'il existe un moyen de la dédommager, de réparer des plaies qu'il aurait pu ouvrir ou rouvrir. Pour lui, il s'agit d'une démarche de rédemption. Si elle pense avoir souffert d'une fessée ou parce que je lui ai tenu les cheveux, je ne peux pas remettre en cause son ressenti. Nous avons pu consulter l'enregistrement réalisé à l'insu de Laurent Cardon d'une conversation au cours de laquelle il évoque cette affaire. S'attardant sur cette accusation de féminin forcé, il dit s'être rendu compte que Marie n'aimait pas et qu'elle commençait à émettre un peu de résistance. Il explique par la suite que cette pression, ce n'est pas parce que tu mets de la force... comment ça? Ce n'est pas parce que tu mets de la force, c'est que vos mouvements ne sont plus parfaitement synchronisés. Il assure avoir interrompu le rapport et s'être excusé auprès de Marie. Elle n'avait rien dit pour qu'il vienne à penser qu'il y avait un problème, c'est juste que je voulais être totalement woke. Ah, quelle horreur! Ah, mais les woke, vous êtes insupportables. Call-out sur les réseaux sociaux. Dans ce même enregistrement, on l'entend dresser un parallèle entre la vidéo polémique de youtubeur Demos Kratos intitulée J'ai été un gnôleur et sa propre situation. Dans une définition extrême, on pourrait dire qu'elle a été gnôlée parce qu'à un moment, elle voulait peut-être faire un va-et-vient d'une certaine façon et qu'elle a été plus... Ah bon, on va jusque là, d'accord. Je ne comprends même pas la logique, mais dans sa logique, ça a du sens. Ouais, alors moi je voulais y aller dans un tel rythme, mais toi t'as pris un autre rythme et du coup tu m'as gnôlé, voilà. On continue. Des propos qu'il assume auprès de 20 minutes, décrivant une militante misandre. Elle est sur mon dos depuis un moment, assure-t-il, évoquant un TikTok posté depuis 2021 dans lequel elle dénonce le comportement du youtubeur. Marie vit très mal la situation. Un soir, prête à commettre l'irréparable, à bon ce point, elle appelle son meilleur ami et lui raconte ce qu'elle a vécu en pleurs. C'est moi qui lui ai proposé de faire ce TikTok, confirme ce dernier, prénommé John. J'ai un peu de visibilité sur la plateforme et je voulais faire bouger les choses. Sur son compte, suivi par plus de 200 000 personnes, il poste une vidéo de 54 secondes. J'ai une amie qui a rencontré un youtubeur, je ne vais pas cacher son nom, c'est Neoxys de Trash, commence-t-il par expliquer.
Durant les 20 dernières secondes, la voix de Marie, modifiée pour préserver son anonymat, relate les coups, l'étranglement et le viol qu'elle dit avoir subi. Rapidement, la vidéo est signalée en masse puis supprimée par la plateforme. Le vidéaste Neoxys n'est pas le seul youtubeur dont le comportement a été décrié sur les réseaux sociaux. Les témoignages dénonçant son comportement s'inscrivent dans le cadre d'une large série de dénonciations initiées en août 2018 par le Balance ton youtubeur, les personnalités Norman, Dirty Biology et plus récemment The Kairi78. Et pas que, ont été visés par des accusations similaires. Seule l'enquête sur le premier nommé a été classée sans suite. Les autres dossiers sont en cours d'instruction judiciaire. Bon. Morale de l'histoire, ne sortez pas avec des woke. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont là, les hommes, les youtubeurs, principalement les youtubeurs, parce que ça veut se donner une image de mecs de gauche, de woke, de féministes, pour attirer évidemment les nanas, mais vous attirez pas les woke et les féministes, forcément. Et elles sont complètement tarées. On le voit à chaque fois. Et du coup, c'est la roulette russe quand vous couchez avec une fille comme ça. Vraiment, c'est 50-50. Soit ça va, soit vous finissez sur les réseaux et votre carrière youtubesque est terminée. C'est constamment comme ça. Neoxys a donc répondu, il avait posté un petit truc sur son Twitter, donc nous allons le lire. Alors attendez 2 secondes, il faut juste que ploup, je vous le recadre parce que sinon ça va pas aller. Hop là. Cher 20 minutes, vous avez publié de fausses accusations alors que je vous avais envoyé toutes les preuves de mon innocence. Nous avons eu 1 heure d'entretien que vous avez résumé à quelques petites phrases à charge sorties du contexte. Vous n'avez quasi rien utilisé comme si votre but n'était pas la vérité mais d'organiser un lynchage public de la part d'un média, comme c'est bizarre. Peut-être est-ce à voir avec le fait que l'autrice de ce papier et mon ex sont des amis de longue date, preuve plus bas, et qu'elle... Ah intéressant. Et qu'elle vous a vendu à prix d'or cette pige comme un soi-disant scoop. Mais que n'ayant pas trouvé grand-chose, elle a dû créer de toutes pièces un storytelling pour me faire passer pour un youtubeur qui manipule et violente ses jeunes abonnés. Tout ça est faux. Et on va le prouver. Lisez bien jusqu'au bout, ce sera très complet. Oui, nous allons lire jusqu'au bout. Déjà, tout ce qui est décrit dans cet article est aux antipodes de mes valeurs. 1. Frapper une femme est inacceptable. 2. Forcer un rapport est intolérable. Mais tu l'as pas frappé, t'as demandé. Est-ce que je peux te donner des coups de poing? Bref, forcer un rapport est intolérable. On parle d'ailleurs de rapport d'abord consenti. Ce qui est reproché, ce sont des prétendues pratiques violentes pendant celui-ci. Or, il n'est jamais précisé dans l'article qu'il s'agissait de rapports soft BDSM initiés à la demande de celle-ci. Avec des écrits, preuve plus bas, encadrés par un safe word, un mot magique pour tout arrêter, et de nombreuses mais pourquoi ils ont besoin d'un safe word? Je sais pas, vous savez pas parler français? Juste stop, ou ah attends arrête là, j'aime pas trop ça. Juste ah attends ça me fait mal. Enfin, juste communiquer normalement. Pourquoi il faut un mot de passe pour... Enfin bon. 3. J'évite toute relation avec les abonnés. Ces histoires ont commencé par des matchs sur Tinder, OkCupid, sans aucun lien avec la chaîne, avec le hasard des algorithmes et une envie réciproque, sinon il n'y aurait pas eu match. Bien sûr, je suis triste d'apprendre qu'une ex-petite amie exprime aujourd'hui une souffrance. Je n'ai jamais voulu lui causer et j'étais sûre d'avoir pris toutes les précautions pour que ça n'arrive pas. Le cas de Léa. Vous voyez bien, attendez, je bouge encore un petit peu parce qu'il y a ma petite Lilith là, hop, par ici. On est resté en couple libre presque 1 an, couple libre bien évidemment, janvier 2020 à novembre 2020. Ouais, et c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire à date de l'interview. Voilà les accusations faites dans l'article. Accusation 1. Léa mentionne... Ah, ça va être long. Léa mentionne avoir eu un flashback 3 ans après lors d'une discussion avec la rédactrice de l'article. Pendant un rapport qu'elle admet d'abord consenti, je lui aurais, je cite, maintenu les bras, alors qu'elle aurait soi-disant dit que ça faisait mal. Ce sont les propos qui ont été rapportés pendant l'interview. Ces éléments ne sont malheureusement pas dans l'article qui reste volontairement vague. Soyons clairs, je ne me souviens pas de cette scène. Le problème étant que, je vais me répéter, l'article ne mentionne jamais que nous étions à la demande de Léa, dans un rapport de domination / soft BDSM, encadré par un safe word et de nombreuses sécurités. Voici les règles qu'elle a définies. Oh mais vous êtes chiant. Si je te dis le safe word, c'est que je suis vraiment pas bien et qu'il faut que tu arrêtes, au moins pour faire une petite pause idem. Si jamais j'ai l'air vide et que je gémis pas, il vaut mieux que tu checkes mon consentement. C'est insupportable. Enfin, ça vaut pour n'importe quelle fille ça.
Le reste du temps, quand je te dis arrête ou que je te repousse, je t'avoue que c'est plus un jeu pour moi. Piut. Ah bon? Mais comment tu veux qu'ils comprennent quelque chose? Enfin, quand je te dis arrête ou que je te repousse, je t'avoue que c'est plus un jeu pour moi. Bien sûr, c'est révocable à tout moment. Ce qu'elle n'a pas fait, et je m'en suis assurée par confirmation orale systématique, mais ça illustre la dynamique de la relation. Son envie d'avoir une relation soft BDSM remonte à nos premiers échanges avant notre rencontre. Donc, le dernier truc kinky que tu as fait ces 3 derniers mois, je vais éviter de demander sur le global car on a sûrement beaucoup trop d'expérience pour en choisir. En vrai, je sais pas trop quoi répondre, étant donné que tout ce qui est rapport de domination-violence, ce qui est assez large comme pratique, c'est la routine pour moi, genre faut au minimum qu'on m'étrangle, sinon c'est pas la peine de mort de rire. Ok. Notre safe word, un mot magique pour tout arrêter, sera régulièrement répété pendant la relation. Sinon, le reste, comme par exemple le faire dans un lieu public, est antérieur à ces 3 derniers mois, donc voilà. Mon safe word, c'est framboise, si ça... Bonne de taré. Si ça peut servir, donc une photo, ça n'est pas une dick pic, hein, je suis rassure. J'ai toujours veillé au consentement et au respect de ma partenaire. Ainsi, en février 2020, je lui ai envoyé un SMS pour mieux définir les limites de nos jeux soft BDSM. C'est ce j'ai peur de te gnôler hein, qui est cité de façon tronquée et incomplète, cité à charge alors que ça montre mon attention à son consentement. Bah oui, là d'un coup, le compromis, parce que c'est vrai que cette phrase j'ai peur de te gnôler qui sort comme ça, c'était un peu bizarre. Mais là, bah oui, si elle dit ouais, quand je te repousse, bah c'est que je veux quand même que tu le fasses, bah là on est à la place du mec, on se dit bah ok, mais enfin, tu me repousses, c'est pour t'amuser ou tu me repousses pour me repousser? Du coup, lui il aurait peur de forcer en pensant que c'est un jeu alors qu'en fait c'est pas du tout un jeu. Et c'est compliqué avec ce genre de fille. Léa a répondu par message « Tu peux y aller, tu ne m'as pas fait de mal pour l'instant, donc je ne me fais pas de soucis. » Au vu du message, hein, tout semblait être ouvert, sauf que son aveu serait annulable en parlant d'emprise, hein, 1 mois après notre rencontre, alors que la personne avoue dans l'article ne pas me connaître d'avant sur Internet, je ne comprends pas. L'article a surtout ignoré la première partie de la réponse de Léa qui est la plus explicite, hein, je la cite. « Quand je te dis arrête ou que je te repousse, je t'avoue que c'est plus un jeu pour moi, voir message plus haut. Nous avons bien discuté de ça. Cette information, je l'ai transmise à la rédactrice. Pourquoi ne pas l'avoir citée? Parce que du coup, bah, ça serait en ta faveur. Et puis, bah non, faut pas, t'es un homme. » Par sécurité, j'ai toujours marqué une pause pour vérifier car le soft BDSM implique une écoute continue des partenaires. Elle n'a jamais utilisé le safe word. Le safe word, pardon. En même temps, on va sortir framboise pendant... Oh là là, c'est toujours montré enthousiaste et n'a jamais mentionné un quelconque problème de consentement pendant nos 1 an de relation. Et on en discutait souvent. Pourquoi me reprocher aujourd'hui des pratiques de domination quand celle-ci était à sa demande dans le cadre d'un jeu de rôle? Je suis trop horny, putain. Je veux juste ton foutre dans ma... Oh Seigneur, et tout avaler, me faire dominer comme tu le fais si bien. Tu me fais tellement mal, mais tu me fais tellement de bien en même temps. Je suis complètement accro. Ah ouais. Du coup, moi quand je pense que je vais pas pouvoir te soumis ce soir, il fait chaud chez elle. Hein. Sniff sniff, dure journée pour être quoi? Pour être une comme slot, ok. Dora Muto est une militante anti-BDSM, pas d'abus physique pour moi ce soir. Dora Muto a gagné, putain. Ok. Aujourd'hui, et malgré ces messages qu'elle a forcément relus, elle nie la dynamique BDSM. Mais quelques lignes plus bas, elle admet que nous avions un safe word. Comment la rédactrice a-t-elle pu laisser passer une telle contradiction? Surtout qu'elle était en possession de tous nos échanges. Bah tu l'as dit toi-même, elles sont amies, toutes les deux. Accusation 2. Léa décrit notre relation comme une relation emprise psychologique. Sauf que de nombreux messages mentionnent son attirance pour les pratiques soft BDSM avant notre rencontre, voire message plus haut. A-t-elle prétendu aimer ça pour faire plaisir à son youtubeur favori? Non, même pas. Léa affirme elle-même dans l'article n'avoir aucune connaissance de la notoriété du vidéaste avant de le rencontrer. Ce qu'elle m'avait confirmé pendant nos échanges, avant même que je lui précise ne pas sortir avec les fans. Ça provoque des réactions encore plus expansives, mais je ne fais jamais de texte ou d'amour avec des abonnés fans. J'ai trop d'emprise morale sur eux, ce n'est pas sain. Oui. Oh bah il manquerait plus que tu finisses sur balance ton youtubeur, mais tu dois forcément en croiser sur Tinder, non? Tu fais comment dans ce genre de situation?
Soyons réalistes, une emprise ne se construit pas après quelques échanges et un rendez-vous Tinder. Surtout que la personne admet ne pas me connaître d'avant sur internet. Elle n'est ni fan ni abonnée. L'emprise implique juridiquement une ascendance très forte. Maître, élève, patron, employé, dépendance financière ou professionnelle, des intimidations et surtout une certaine durée, pas en un mois et 2 dates. J'ai l'impression que l'emprise est utilisée ici de façon inappropriée, comme d'habitude, comme un joker pour balayer les preuves apportées. Comme d'habitude, je n'ai noté aucun changement d'attitude ou d'humeur entre ces premiers messages avant rencontre et la suite de la relation. Sinon, des messages d'amour, oui, mais peut-on considérer ça comme de l'emprise? Et c'était réciproque. Mais oui, mais à chaque fois, elles sont amoureuses, elles font n'importe quoi, après ça se passe mal, et après, oui, j'étais sous emprise. Non, tu étais juste amoureuse. Qu'est-ce que c'est? Envie d'être cheesy de ouf, se dire quoi? Alors merci pour le temps que tu m'accordes, je t'aime fort. Bon, il y a des petits cœurs, des petits machins. Accusation 3. Elle n'était pas dans son état normal le premier soir. Nous n'avons bu qu'un seul et unique verre. Mais je croyais qu'elle tenait plus debout. Voire ticket de caisse plus bas. Ah oui, son ticket de caisse. Vraiment, est-ce qu'il a le même problème que moi j'avais? J'avais, parce que je l'ai plus, attention. Durant mon interview avec la rédactrice, celle-ci n'a évoqué qu'un seul bar et a indiqué que nous avons rejoint mon domicile juste après celui-ci. Vous pouvez l'entendre dans cet audio. Bon. On peut pas. Enfin, je sais pas. J'ai donc transmis la copie du ticket de règlement et de mon compte bancaire comme preuve qu'il n'y a qu'une seule consommation. C'est un bar à cocktail speakeasy, donc on paye à la fin au moment de partir. À ma grande surprise, la version a changé, elle évoque désormais 2 bars, sans plus de précision. Je n'ai pas souvenir d'un deuxième bar, pas plus que 2 traces sur mon compte bancaire ou en ticket de caisse. Ce deuxième bar a-t-il été inventé pour maintenir le narratif de l'ivresse? Alors, bidou bidou, 26 € pour deux cocktails? Bon, enfin, ils sont vachement chers, diagonale, machin, truc. Ah, ils montent même les... Ok. Cherry Butt, qu'est-ce que c'est que ça? La petite affaire, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Donc oui. Ah ouais, c'est 13 € le cocktail. Moi, non, finalement, ça va, c'est un prix raisonnable. Pourquoi garder les tickets aussi longtemps? Oui, c'est une habitude prise dans le cadre de la comptabilité d'entreprise. Bien que ce soit ici une dépense en perso, par sécurité, on ne jette jamais rien, pro ou perso. D'accord. Quelqu'un aurait-il pu glisser quelque chose dans son verre à notre insu? Peu probable, il n'y avait pas grand monde et nous avions une place assise. Léa ne m'a pas semblé être en état d'ébriété avant et après le bar. Elle ne présentait aucun signe manifeste d'ivresse, aucune altération de son état ou de ses actions. On a marché 20 minutes entre mon domicile et le bar et sa démarche comme la discussion était parfaitement normale. D'ailleurs, aucune discussion que nous avons eue après cette soirée ne mentionne d'ébriété, voire plus bas. Comme précisé dans l'article, je me limite à 1 verre par date, rarement 2 et jamais jusqu'à l'ivresse. Même si une tension textuelle avait déjà été instaurée avant notre rencontre par message, jamais je n'aurais couché avec elle si elle n'avait pas été dans son état normal. Mais pourquoi s'est cassé une dent? L'article insiste beaucoup là-dessus, sans faire mention du nombre de verres bu, en restant vague sans apporter de preuves. Alors l'article ajoute cette soi-disant histoire de dents cassées. Bon bah voilà, on y arrive. Le récit donne l'impression d'une chute lourde ou d'un coup porté, d'une dent brisée ou déchaussée. C'est totalement faux! Et un dentiste pourra en attester. On se douchait dans le noir. Pourquoi? Non, je vais arrêter de poser des questions. C'était glissant et elle s'est cognée sur la porte en plastique de la douche. Bah, elle a dit que c'était dans le couloir et qu'elle s'était pris le mur. Mais aucune dent cassée, sinon on aurait filé à l'hôpital. Bah oui, ça pisserait le sang sinon. Plus de peur que de mal, on en a rigolé, c'est donc devenu une blague entre nous. Ah. Bon écoutez, cette anecdote bénigne et qui n'est même pas de mon fait est instrumentalisée pour soutenir un narratif mensonger de gnolance. Oui, la gnolance c'est de se doucher dans le noir. Comme si j'avais forcé un rapport avec quelqu'un édenté dans une mare de sang, bah ouais. C'est grotesque. L'article joue continuellement sur l'omission, le voyeurisme et des détails morbides pour manipuler votre indignation. Accusation 4. Au premier rapport, le préservatif avait craqué, j'aurais soi-disant continué. C'est le témoignage que m'a transmis la rédactrice lors de notre interview. Il n'y a jamais eu mention d'un retrait. Au contraire, elle se corrige elle-même à ce sujet à 0,01 et à 1 minute 1. Preuve. Bon, extrait de l'interview où elle affirme qu'il n'y a eu aucun retrait. Sa version a donc encore changé entre maintenant et l'interview. Quand un préservatif craque, je préviens immédiatement ma partenaire dès que je m'en rends compte. Et on change de préservatif si elle souhaite continuer. Le risque d'IST, MST est mutuel. Bah oui.
C'est ce qu'il s'est passé ce soir-là. Je l'ai immédiatement prévenu de l'accident. Involontaire, ça va sans dire. Elle l'a même évoqué 5 jours plus tard dans un message humoristique, sans colère ni trou de mémoire, contrairement à ce qu'elle affirme aujourd'hui. Donc c'est elle qui dit « Bon, du coup, j'ai eu mes résultats d'analyse et je suis IST free, donc bonne nouvelle, toi aussi. » Ok. Accusation 5. Elle a une jolie bouche. Toujours dans ce premier rapport, il y aurait eu, selon elle, une par surprise. J'ai un souvenir clair d'une pratique volontaire de sa part et il y a des preuves. Elle décrit ceci. Je n'étais pas en mesure de bouger car j'étais sous le choc de ce qu'il se passait. C'est faux. Elle souriait, elle communiquait, elle prenait des initiatives, elle montrait du plaisir et le rapport a continué sans que je note de changement. On peut le voir clairement dans nos messages le lendemain. J'arrive. Merci, c'était cool. Au moins maintenant, je sais que les gens qui ne t'apprécient pas ont tort. Merci, c'était très chouette. Bon, au risque de faire ma comme slut, parlez donc français. Ça te dirait qu'on remette ça une autre fois? Si jamais, oublie pas que j'aime Board of Canada, machin. Bon. Ça te dirait qu'on remette ça une autre fois, oui. Ah ah, tu m'étonnes. Bon, allez, je vais être direct maintenant que tu m'as pété la dent. C'est quand que tu me pètes le cul? Oh là là, ah oui, j'aurais dû prévenir que ce serait beauf. Est-ce que monsieur serait dispo jeudi? Parce que j'ai toujours très envie que tu me bourrines le cul. Oh mon dieu. Mais à part ça, elle était tellement sous le choc qu'elle pouvait plus bouger. Elles disent demander une taille pas trop grande de pénis. Quoi? Moi qui encaisse ta grosse... Oh mon dieu, sans problème. Hâte qu'on se refasse ça d'ailleurs. Je te kiffe. Je me doute. Et moi j'ai de la chance d'avoir un partenaire aussi bien gaulé que toi. Mais ça tourne qu'autour de ça, c'est incroyable. Est-ce qu'il parlait d'autre chose que de... Bon. On rediscute de notre premier rapport. Mais en tout cas, oui, évidemment, elle a pas du tout l'air traumatisée, hein, on est d'accord. Elle a l'air très heureuse. Alors on demande... Bon. On rediscute de notre premier rapport quelques jours après qui ne laisse aucun doute sur les préservatifs et la nature consentie de la pratique. Notez qu'il est étrange pour quelqu'un qui affirme avoir eu un blackout de se souvenir de détails très précis comme le goût de la semaine. Déjà, t'as vraiment aimé baiser mon petit cul. Oh, toi. Mais parfait, j'ai très très hâte. T'as un cul qui encaisse... Estière. Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas comment c'est possible pour une première fois, imagine ce que ça va donner après. Mais GG pour avoir eu ma virginité. Bon, j'étais un peu bidule avant, mais c'est pas censé suffire, haha. Et sans oublier la grosse queue que t'as, ce qui est pas négligeable. Bon, apparemment, il en a une grosse. Bon, faudra me train pour la gorge profonde. Aussi, je compte sur toi, toujours là pour apprendre. Oui, et t'as le meilleur foot du monde. On peut... Ça a l'air d'aller plutôt bien. Elle m'avoue, après le rapport et à mon grand étonnement, que c'était sa première fois. Je me souviens être étonnée de sa facilité pour la pratique et lui demander plusieurs fois si tout allait bien, ce à quoi elle répondra par la positive avec un grand sourire. Elle décrit la matinée ainsi. Je me lève, je repense à ce qui s'est passé, je vais vomir. Sauf que le lendemain, ce n'était pas du tout comme ça que ça s'est passé. Déjà, je n'ai pas de souvenir du réveil. Si elle avait été malade, ça m'aurait marqué et je lui aurais au moins demandé si elle allait mieux une fois rentrée. Jamais on évoque d'ébriété dans la conversation qui suit notre rencontre. Elle m'envoie de sa propre initiative un merci, c'était cool. Au moins maintenant, je sais que les gens qui ne t'apprécient pas ont tort. Comment ça, les gens qui l'apprécient pas? J'arrive, merci, c'était cool, tatata. Bah oui, ça on l'avait lu. Merci, c'était très chouette, bon risque de me faire ma... Oui, ça on l'a lu. Elle répond la même journée qu'elle souhaite me revoir. Quelques jours après, bah oui, après un gnôle, tu dis... au moins maintenant je sais que les gens qui ne t'apprécient pas ont tort. C'est pas ça à ton gnôleur, hein. Elle répond la même journée qu'elle souhaite me revoir. Quelques jours après on réaborde le sujet et elle demande à refaire une... On parle même des préliminaires qu'on a eu à cette pratique, sans surprise donc. Elle demandera très régulièrement cette pratique pendant nos 1 an de relation. Pourquoi Pourquoi la sodomie, j'imagine? Au premier rendez-vous, la réponse est dans son témoignage. Après notre rapport, elle est allée voir la gynécologue pour des saignements vaginaux, métrorragie. Ce n'était pas à cause d'une quelconque gnolence, mais d'un problème de gabarit qu'elle évoque ci-dessous. Désolée maman de t'obliger à lire tout ça. On en a discuté. Ah bah oui, apparemment il en a une très grosse, donc forcément, ça fait un petit peu de dégâts. On s'en est inquiété et elle m'a prévenu quelques jours après que tout allait bien. Et c'est parce que ses rapports vaginaux étaient douloureux qu'elle a voulu essayer derrière, donc...
tout en s'étant bien déroulé, c'est devenu une pratique courante dans notre relation. Je ne vous remets pas les messages plus hauts qui le prouvent. Encore désolé de vous faire lire tout ça. Oh non, moi ça m'éclate. What? Même un éléphant s'en aime plus petit. Putain, mais tu m'étonnes qu'il t'ait défoncé le... Oh mon dieu, mais ton anus, machin, c'est une putain de mode de beurre. Je vois pas d'autre explication. Le fait qu'elle partage nos anecdotes et photos sexy avec ses copines et qu'elles ont l'air de la supporter. Après presque 1 an de relation, donc 11 mois, on décide de se quitter. J'avais encore beaucoup d'affection pour elle, c'est un moment très difficile pour nous deux. Dire que j'aurais pu quitter Trash, mais que c'est Trash qui m'a quitté. Okay. Sauf que quelques mois après notre rupture, elle m'évoque plusieurs fois sur TikTok, elle se serait soi-disant rendue compte que je l'ai trompée en écoutant un de mes ASMR. Ah, il fait de l'ASMR. On était en relation libre maintes fois discutée. Je ne serais sortie avec elle que pour le cul, non. Ma fiche floutée comme étant son ex, etc. Une peine grandissante qui l'a conduit à produire plus d'une dizaine de TikTok à mon sujet, plus ou moins directement pour beaucoup effacer. On est resté presque 1 an ensemble, avec de nombreux autres rapports. Par son militantisme, elle était, comme moi, très attentive au sujet de consentement, et on discutait régulièrement, et jamais elle n'a évoqué un problème d'alcool, de préservatif ou d'une pratique non consentie, même après qu'on se soit revu 1 an après la rupture. Ici, jamais l'article n'évoque la nature volontaire de nos jeux intimes. On ne peut pas balayer les messages et les aveux de Léa, que tout se soit bien passé, en prenant l'excuse d'une emprise qui serait créée en quelques minutes de conversation Tinder, où elle évoquait déjà son amour pour les pratiques de domination, d'une ébriété. Mais comment ça, vu que c'était sa première fois? Pourquoi elle peut aimer les pratiques de domination alors que c'était sa première fois? D'une ébriété avec un verre, d'un déni d'agression après une relation d'1 an sans problème avec des flashbacks 3 ans plus tard, bien sûr. Un blackout, tout en donnant des détails très précis le lendemain et en me remerciant abondamment pour la soirée, demandant plusieurs fois pour se revoir. Ben ouais, et ça c'est du vu et du revu. On dirait qu'elles font tout un copier-coller, c'est toujours la même chose, il y a toujours les mêmes mots. Oui, emprise, blackout, machin, et puis en fait finalement je me souviens de rien, et elle raconte l'histoire, enfin la soirée avec énormément de détails, mais finalement elle se souvient de rien. C'est très souvent ça. Je ne comprends pas ce qu'on me reproche ici au vu des faits. Il me semble avoir fait les choses dans l'ordre, n'avoir jamais voulu lui faire du mal, être attentif à son consentement et son plaisir. Je sais, mon ex assez intelligente pour ne pas arriver à ce genre de conclusion sans fondement et de l'exposer devant la France entière, à moins que quelqu'un l'ait poussée dans un mensonge dont elle ne peut plus se sortir. Les coulisses problématiques de l'article. La rédactrice a commencé par contacter d'autres de mes ex et amis, et vu que je suis en bon terme avec elle, elle m'a envoyé toutes les informations. Donc bonjour, je me permets de te contacter car je suis journaliste pour le quotidien 20 minutes. Je suis en train d'écrire un article sur un youtubeur que tu connais, d'après ce qu'on m'a dit. J'aimerais bien pouvoir échanger avec toi, mais genre ça tutoie comme ça? Avec toi à ce sujet. Est-ce que tu penses qu'on pourrait s'appeler pour en parler plus en détail? Bien à toi. La rédactrice de 20 ans était alors alternante chez 20 minutes en dernière année d'école de journalisme. En nous renseignant auprès de son établissement, elle avait un exercice à rendre pour clôturer son année, une enquête. Vous ne rêvez pas, la raison principale de cet article est un devoir d'école. Bien avant sa publication, en juillet, l'article était même disponible sur son CV en ligne. Ça paraît fou, et c'est pourtant la réalité. Une histoire de gnôle montée de toutes pièces pour avoir une bonne note et booster son CV. Ah bah c'est ça les journalistes, hein. Est-ce que c'est à cause de la deadline qu'elle n'a pas pris en compte tous les éléments que je lui ai transmis? La deadline de son projet scolaire était fixée au 6 juillet 2023, après que je lui ai envoyé les preuves, et quelques jours après l'interview faite à la dernière minute, vraisemblablement. Il faudra attendre 5 mois supplémentaires pour que l'article soit publié et rien de nouveau n'a été ajouté. La rédactrice n'a pas été recrutée en tant que journaliste à 20 minutes à la fin de son alternance. Elle n'a pas trouvé de poste depuis. Cet article a été vendu en tant que pigiste 4 mois après son départ. On comprend mieux la volonté de rendre l'histoire la plus croustillante possible. Et ce n'est pas fini. On a aussi découvert que la rédactrice et mon ex Léa sont des amies de longue date. Elles se parlaient déjà régulièrement il y a plus de 6 ans. Je vous laisse imaginer toutes les implications que ça a. Ah oui, donc des messages qui datent de 2017.
Plusieurs tweets où elle se mentionne, ici en 2017, on se rend vite compte de graves problèmes déontologiques et il est inquiétant qu'un journal respectable comme 20 minutes ait laissé passer ça. On passera sur le fait que la rédactrice avait promis de ne pas utiliser ma photo ou dévoiler mon nom, doxing, et qu'elle n'a pas tenu promesse. Ah oui, ça il est dit plein de fois. Comme si la volonté n'était plus d'informer mais d'orchestrer une mise à mort sociale. Bah oui, c'est toujours ça, c'est toujours le but. On en rajoute une couche, hein, l'enquête s'appuie sur un enregistrement d'une conversation de plus d'1 heure sans en expliquer la provenance. En septembre 2021, un an après notre rupture, Léa donne de ses nouvelles et demande à ce qu'on se revoie. Oui, voilà, mort de rire, je suis en recherche de master actuellement et trop bien pour toi, tu m'avais parlé de l'appart, j'espère que tu t'y sens bien. Moi, je suis en train de monter une asso et je me suis mise au tatouage, haha. Ça te dit qu'on se prenne un verre un de ces jours, maybe? Oui, parce qu'on demande toujours à son nuleur d'aller prendre un verre. Je pensais parler à une amie, mais ce que j'ignorais, c'est que c'était un piège. Elle a enregistré illégalement toute notre soirée en caméra cachée, en me posant des questions compromettantes. Je n'ai rien dit de problématique, ce qu'il y avait de plus croustillant a été mis dans l'article en isolant bien le contexte évidemment. Et je m'en suis toujours tenue à la vérité. La soirée s'est bien passée, on se rappelait de bons moments passés ensemble et j'étais persuadée que nous étions toujours en bons termes. Bredouille, la rédactrice, a donc dû chercher un autre angle d'attaque qui repousse encore un peu plus les limites de la déontologie. Très proche de filles très jeunes. Ah oui, c'est vrai que ça a été mentionné. C'est le sous-titre qui a été choisi dans l'un des paragraphes. Une bombe balancée sans préciser ce qu'on entend par très jeune ou très proche. En convention, on était tout le temps en groupe, pas vraiment propice à tout ça. Il y a d'autres phrases du genre très étrangement formulées. 2 jeunes filles, aujourd'hui âgées de 22 ans. Marie se rend chez le youtubeur qu'elle suit depuis ses 14 ans, elle a 19 ans. Elle-même l'a fréquenté à peine majeure. Oui, c'est vrai que toujours à peine majeure, ce genre de choses, elle a 19 ans. Ça joue beaucoup sur les mots. Je ne porte pas d'accusation, mais ne serait-on pas en train d'essayer avec des formulations ambiguës de me faire passer pour un gros pointos alors que c'est faux? On sait très bien l'effet que ça aura sur le public, évidemment. Dans ce passage de l'article, on parle pourtant d'une relation 28-19 ans, et non 30, l'article ment encore. La rencontre était d'ailleurs à l'initiative de cette personne qui se montrait très insistante pour avoir des rapports. Il y a des dizaines de messages du genre. Et dit, tu finis à quelle heure le travail de manière générale? Non, parce qu'on pourrait se faire un thé genre jeudi ou vendredi, ou je pourrais juste passer de distraire, j'ai envie de toi. Voilà. Cette personne ne me reproche d'ailleurs ni gnôle, ni gnolance. Elle ne me reproche rien en fait. J'ai même continué à travailler avec elle et l'agence publicitaire qu'elle a créée pendant des années après notre rupture et jusqu'à quelques mois encore, elle n'avait alors aucun grief contre moi, ou du moins pas suffisamment pour s'empêcher de faire du business ensemble. Je ne sais même pas pourquoi son témoignage est inclus dans l'article, sinon gonfler artificiellement le nombre de témoins. Je fais régulièrement des check-ups sur l'état de la relation et m'assurer que tout va bien, ce que je faisais déjà en 2016 avec elle. Petite question très sûrement maladroite, je me suis toujours bien comportée avec toi, pas de gestes déplacés? Non, pas que je sache, enfin tu m'as déjà parlé un peu sèchement et un coup on se tient la main dans la rue, un coup je peux pas te toucher donc c'est bizarre, mais tu ne t'es jamais mal comporté. Pourquoi cette question sortie de nulle part? Toutes les personnes qui témoignent sont des femmes majeures et elles m'ont matché sur Tinder, OkCupid, aucun rapport avec YouTube. L'article joue sur les mots pour faire penser le contraire, mais c'est faux. 3, c'est bientôt fini. Le cas de Marie. Léa et Marie sont amies depuis l'été 2021 au moins. Elles ont régulièrement fait référence l'une à l'autre. Elles ont beaucoup discuté de toute évidence au point de se convaincre de choses. Marie et moi nous sommes rencontrés sur OkCupid en plein confinement juste après ma rupture avec Léa. Dans l'article, elle se présente comme une fan depuis ses 14 ans. Mais c'est pas du tout ce qu'elle m'a dit. Elle se moquait du fait d'être youtubeur et qu'elle ne les aimait pas. M'a-t-elle menti à l'époque ou essaye-t-elle maintenant de se créer un statut d'abonné fragile? M'étant assurée de parler avec quelqu'un de majeur, indépendant et qui n'est pas une fan, on finit par s'échanger des propos coquins. Elle vient directement à la maison avec des crêpes. Et elle amorce d'elle-même un rapport pendant que je cuisine. Jamais elle ne nie la nature consentie du début du rapport, plus nous n'avions pas bu d'alcool, je préfère le préciser. On parle consentement de certaines pratiques et là encore on instaure un safe word, framboise, pour garantir notre sécurité mutuelle. Elle m'explique qu'elle est habituée et qu'elle a beaucoup d'expérience dans les textualités alternatives. Je lui fais donc confiance pour me dire ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Elle se dit soumise. Subébrate, parfois switch. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Tout ceci peut se voir dans ses publications.
D'accord, qu'est-ce que c'est? Sur son profil au cassé, puis-je porter tes mains comme un collier? Je veux que tu m'étrangles. Oula. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ça? LGBTQIA+, plus friendly? Hmm. Les gens qui se justifient leur comportement de merde par le second degré en disant on peut plus rien dire. D'accord. Féministe, machin, PD, gauchiste, la bienveillance avant tout. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'aime très fort la littérature, la musique chill, type Lofi, les Disney, les Ghibli. Désolé les hommes sichés. Sichés? Sichés? Mais je vous aime pas beaucoup, les personnes queer as fuck gagnent mon cœur. Ah, mais quelle horreur, mais pourquoi tu sors avec ça? Jure, ça vient en DM pour me demander de sub, mais non, je veux juste me faire péter le cul. Et je m'y rends pas mineur tranquille. Dis-lui à Mira que je suis sub. Je sais pas à quel moment je suis devenue aussi bottom, il s'est passé quoi entre temps? Bottom égale soumise dans le BDSM. D'accord. Tu menaces ma crédibilité de bottom. C'est comme ça que je me retrouve avec des gens en DM qui veulent que je les choque comme s'ils avaient détruit ma vie alors que moi aussi je veux. Sub et bottom dominé, choc, étranglement. Ok. Franchement, je veux pas kink shame, hein. Parlez donc français. Mais les H-word qui fantasment sur le CNC, je vous jure, extrêmement fort. Je vous juge, pardon. Extrêmement fort, ok. Autant je comprends les personnes qui veulent subir le CNC, c'est archi pas le bon mot, mais j'en trouve pas d'autres, mais qui fait se mettre à la place du gnoleur. Et me parlez pas de BDSM, RP ou quoi, hein, c'est pas le propos. Là, je me questionne sur pourquoi ça excite les hommes d'être dans une situation fausse, ok, mais style, où ils gnolent. Puis bon, il y a un lieu pour tout aussi, genre quand j'étais en sexpo, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un ref, il faisait du CNC avec sa partenaire, sans se dire que ça pouvait trigger les gens, vous êtes zinzin, rien compris. CNC c'est non-consentement consensuel. Ok. L'article décrit des coups, un étranglement et une main sur sa tête pendant une fellation. Ces mots renvoient une imagerie à 1000 lieues de ce qu'il s'est passé. Accusation 1. Je n'ai porté aucun coup violent à Marie. Je me souviens de fessées dont je lui ai fait valider l'intensité, mais pas de coups dans le dos. De quoi parle-t-on? Elle précise que je lui ai demandé s'il pouvait me mettre des coups de poing. J'ai dit non. Je n'ai pas de souvenir de ça, mais ok, dans le cadre d'un rapport soft BDSM, je demande toujours à mes partenaires avant de commencer une pratique, preuve en est. Et avant de poser une telle question, il y a forcément des étapes, des pratiques qu'elle a validées. Non mais jusqu'au coup de poing quand même. Elle a validé juste avant, je dirais des fessées, je veux bien, mais des coups de poing. Finalement, ça ne s'est pas fait. Je préfère le préciser parce que c'est volontairement flou dans l'article. À aucun moment, elle ne prétend que j'aurais donné des coups de poing. En réalité, jamais je n'ai mis de coups de poing à une femme, jeu ou pas jeu. Et je n'avais pas la volonté de le faire avec Marie. Évoquer cette question est juste là pour me faire passer pour quelqu'un de violent, ce qui n'est pas vrai. Accusation 2. Une fois de plus, il y a une différence entre l'interview et l'article. Jamais la rédactrice n'avait fait mention d'un étouffement de Marie jusque-là. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. J'y ai passé ma main, mais jamais je ne me serais permis d'appliquer une pression pouvant conduire à l'étouffement sans un encadrement strict, un accord clair et un signe non verbal pour arrêter, comme le fait de lâcher un objet par exemple. Accusation 3. Ce que Marie décrit comme une main sur la tête, c'est le fait que je lui tienne les cheveux en chignon pour ne pas qu'ils rentrent dans sa bouche pendant... Ah, bah ça c'est gentil. Il n'y avait... Pardon. Il n'y avait aucune force, aucune pression, encore moins volontaire. Dans l'interview, on m'a décrit la scène suivante. À un moment, elle ne se sentait pas bien. Elle aurait voulu arrêter. Du coup, vous l'auriez contraint avec une main à continuer. Notez qu'elle précise dans l'audio, oui, elle les faisait elle-même, les fellations, soulignant la nature consentie de la pratique. Alors, quel est le problème? Entre l'interview et l'article, on ajoute encore une nouvelle information. Marie aurait eu un gros mouvement de recul comme seul prétendu signal, rien d'autre. Ce genre de mouvement fait toujours l'objet d'une demande de ma part pour m'assurer que tout va bien. En réalité, Marie n'a jamais communiqué son envie d'arrêter, ce qu'elle admet dans son TikTok, aujourd'hui effacé. N'avoir pas dit non pour les faire ou quoi, sur le coup, je lui ai pas dit grand-chose. Ces deux extraits côte à côte, je précise. C'est elle-même qui le dit. Son accusation de gnôle repose donc sur le fait qu'avec cette main qui lui tenait les cheveux, elle aurait eu le sentiment, un bref instant, d'être contrainte à continuer ce qu'elle avait commencé de façon consentie, sans pourtant s'exprimer sur son envie d'arrêter. Alors qu'on communiquait constamment. Du début jusqu'à la fin du rapport, elle était souriante, me disait que tout allait bien, donnait son avis sur les choses et prenait des initiatives, avant comme après cette finition. Il n'y avait aucune raison de penser que quelque chose ne se passait pas bien. Si tel avait été le cas, nous aurions tout de suite arrêté. Il est étonnant qu'un journal national se fasse écho d'accusations d'un crime puni de 20 ans de prison sur la base de ces seuls faits. Et c'est sa version, pas la mienne. Il semble y avoir un gros problème de définition juridique. Cette accusation a plusieurs problèmes. Problème 1.
Il aime parler. Hein. Déjà, Louisa, qui est son ex-petite amie de l'époque, qui explique de manière pédagogique que ce qu'elle me décrivait constituait un gnôle en lui en parlant pendant des mois. Traduction, ta copine te raconte qu'elle t'a trompé avec un mec célèbre et tu lui montes la tête. On parle d'emprise à longueur d'article. Parlons aussi de conformité des souvenirs. Bien qu'elle tweete abondamment 5 jours après notre rencontre, elle ne parlait pas de gnôle ou de coups. Elle reprochait un étranglement qui n'en était pas un et dont on a discuté comme précisé plus haut, et une discussion sur les différentes formes de consentement qu'elle n'a de toute évidence pas comprises. Je n'ai pas dit ça. Les notions de gnôle et de coup n'apparaîtront que bien plus tard avec la publication du TikTok et la discussion qu'elle a eue avec son ami. Que c'était un tue-l'amour de demander le consentement avant quoi que ce soit, la plus grosse connerie qu'on vous a racontée sur la textualité. Ah, donc c'est elle qui dit c'est un tue-l'amour de demander le consentement. Et sans déconner, demander avant, il n'y a pas longtemps, ça m'a étranglé sans même me demander avant, alors que j'ai des traumas concernant la violence pendant la baise. Vous savez pas à quel point c'est destructeur. Ok. Problème 2. Sur les réseaux sociaux, elle me reproche plein de choses en vrac qui ne sont juste pas vraies. Comme le fait d'avoir bloqué son numéro ou qu'elle serait restée 24 heures chez moi, voire plus bas. C'est faux, l'écart est béant entre la soirée et le récit qu'elle en fait. Après notre rapport, j'étais persuadée que tout se passait bien. Elle m'a montré les photos de son appartement près du quartier latin et m'a proposé de s'y revoir et de faire l'amour sur sa chaise baroque. Elle voulait rester dormir chez moi car j'ai refusé. J'ai refusé, car je ne me sentais pas en sécurité avec elle. Ah bon, ça l'a vexée et elle est partie. Comment ça va? J'ai envoyé un message tout content à mes amis après son départ à 23h30. J'y décrivais les soi-disant techniques secrètes qu'elle se vantait d'avoir et des pratiques où elle était active. Bref, à son départ, tout semblait s'être bien passé. Jamais je n'aurais jamais imaginé que ça conduirait à tout ça aujourd'hui. Depuis, ça n'arrête pas. Elle a fait plusieurs call-outs à mon encontre avec une intention manifeste de nuire. Et encore, j'ai eu la chance de le côtoyer que 24 heures et j'en suis ressortie avec des gigas traumas quand même, alors imaginez ces relations longues, j'en dirai pas plus parce que c'est pas moi que ça concerne là, mais une immense niardin jusqu'au bout. Donc mensonge, elle est restée 3-4 heures. Elle parle de mon ex ici, d'accord. Néoxys de trash, tu devrais avoir honte de toi, tu mérites vraiment rien de bien, tu mérites juste de crever seule, la gueule ouverte, et ben dis donc. Néoxys de Trash est un gnôleur, il a abusé de moi en décembre 2020. Croyez-moi, je suis prête à tout pour le voir tomber, je veux sa mort. Ah, rien que ça, qu'elle soit sociale ou physique. Ah bon? Je me suis permis d'envoyer un message à Marie en 2023 pour comprendre son ressenti et sa colère et pouvoir entamer un dialogue. Réponse glaciale. Attendez, je fais une petite pause, on peut plus. Ça fait combien de temps là? 57 minutes. N'essaye plus jamais de me contacter par aucun moyen, tu es immense détraqué, je refuse que t'essayes de me faire croire que j'ai juste mal vécu la soirée alors que t'as été absolument ignoble, plus je suis pas la première personne à qui tu fais subir ça, t'as juste peur des conséquences qui pourraient arriver. Si tu réessayes de me contacter, je te jure que je vais faire... oui le chat, tout ce qui est en mon pouvoir pour te détruire, toi et ta misérable vie, rien que ça. Problème 3, qu'est-ce qu'il y a? Je lui manque. Je me souviens très bien de mon état d'esprit ce jour-là. J'avais peur de faire une gaffe qui finirait sur les réseaux. Mais en fait, c'est terrible d'être un homme. Enfin, je veux dire sur les réseaux. Être, je sais pas, sur Twitch, sur YouTube. Le moindre truc, mais même en fait, même quand ils n'ont rien fait, ils se retrouvent comme ça. Ça peut être 3 ans, 10 ans après, ils se retrouvent finalement sur Twitter accusés de tout et n'importe quoi. J'avais peur de faire une gaffe qui finirait sur les réseaux parce que oui, à l'époque, on est post-balance ton youtubeur, Marie est active sur Twitter où elle se revendique misandre, haine envers les hommes. Je savais marcher sur des œufs et ma vigilance était max. Mais sors pas avec elle tout simplement. Je n'avais aucune envie de blesser quelqu'un de sensible. Contrairement à ce qu'affirme l'article, je n'ai jamais expliqué son call-out par le fait qu'elle soit misandre. Jamais. J'étais juste sur mes gardes, d'autant plus qu'elle m'avait indiqué avoir déjà call-out plusieurs autres personnes et ça continue. Après, ça ne parle pas de moi dans les screens ci-dessous. Du coup, je vais lâcher une bombe parce que je veux plus garder ça pour moi. Il n'y a même pas 2 semaines, je me suis fait gnoler par 3 personnes en même temps. Dont une qui filmait, je pense qu'il ne manquait plus que ça pour que ça foute ma vie en l'air, ça ne parle pas de moi. Libérer un stade de ma vie où je comptabilise 2 fois plus de gnolls que de partenaires avec lesquels je... Quoi? Pas porter plainte parce que je n'ai plus de santé mentale pour le faire et que ça ne me soulagerait pas. Je le dis publiquement parce que je ne veux plus avoir honte, parce que ce sont... Vous trouvez ça normal qu'en 3 semaines j'ai eu le moyen de vivre 4 agressions? Non mais... Putain, c'est toi le problème. Hein. Oh my god, il y a un vieux qui m'a dit qu'il fallait pas que je m'étonne si je me fais gnoler. Je lui ai hurlé dessus, frérot. J'ai l'air d'en avoir quelque chose à faire de ton avis.
Haha, j'ai revu la tronche d'un de mes gnoleurs, je me sens pas bien du tout. D'un coup, ça ne parle pas de moi. Un de mes gnoleurs, il y en a tellement, qui viennent chiner une de mes potes les plus proches, vraiment. Ah oui, bon, dès qu'elle couche avec quelqu'un, ça devient un gnoleur du coup. Cette personne est réellement en souffrance et elle est heureusement suivie et entourée, mais je refuse de me faire amputer publiquement un crime que je n'ai pas commis. Je n'ai jamais eu la volonté de faire le moindre mal ou d'outrepasser un consentement et tout indiqué dans nos communications que la soirée se passait bien. Je suis sincèrement désolée d'apprendre qu'elle l'ait vécu différemment, ce que je lui ai communiqué dans mon message privé. Résumé des 2 actions. On arrive à la fin, je vous le jure. On m'accuse de pratiques gnôlantes, mais il a été prouvé avec message qu'elles ont été demandées par ces 2 femmes. Dans le cadre d'un rapport soft BDSM consenti et réciproque, encadré d'un safe word et de nombreuses sécurités. On m'accuse de 2 gnolls, mais elles admettent que les rapports étaient consentis, il y a eu des oui clairs et elles admettent n'avoir pas communiqué de refus, n'avoir pas dit non plus les faire ou quoi. Elles admettent qu'il y a bien eu une communication régulière pendant l'acte, il m'a demandé si, et un respect de ce qu'elles ont dit vouloir faire et ne pas faire. Léa confirme explicitement le lendemain et dans d'autres messages son consentement et son désir des pratiques citées. Elle est restée en couple avec moi presque 1 an sans jamais mentionner un seul problème. Marie considère comme contrainte le fait de lui avoir tenu les cheveux pendant une fellation qu'elle admet consentie, sans y exercer de pression et en lui ayant, j'y arrivais, demandé avant. On m'accuse aussi d'avoir fait l'amour à quelqu'un d'éméché alors que j'ai pu prouver avec les relevés bancaires qu'il n'y a eu qu'un seul verre consommé. Elle considère aussi avoir eu un blackout, mais le lendemain m'envoie des descriptions très précises et enjouées de nos actes, ce qui est contradictoire. Bon après ça peut être un verre dans un bar et un autre verre dans l'autre bar, du coup t'as gardé tu montres que le premier ticket et puis on sait pas le reste. Je sais pas. D'emprise dès le premier rendez-vous, alors que la personne admet ne pas me connaître avant, ni fan, ni abonné, d'être à demi-mot un pointeur, alors que ces femmes étaient plus que majeures. L'article a de gros problèmes déontologiques. J'ai accepté un entretien et j'ai donné toutes mes preuves à la rédactrice qui n'a utilisé aucun élément qui prouve mon innocence, nuance les accusations. Après l'envoi des preuves, des éléments ont été modifiés, les témoignages lus pendant l'interview ne correspondent pas à ce qui est écrit dans l'article, qui est en plus truffé de contradictions. Utilisation d'un enregistrement illégal pris à mon insu. Elle a monté en épingle une affaire de gnôle pour faire un devoir d'école, puis le vendre en tant que pigiste. Elle est une amie de longue date de mon ex Léa qui témoigne. Comme si la crédibilité de 20 minutes aurait été utilisée pour assouvir une vengeance. Cet article pourrait illustrer l'instrumentalisation de ce type d'histoire par quelques personnes en quête de scoop. L'histoire aurait été créée de toutes pièces puis vendue au journal comme une pige. Et tant pis pour la cause, ils savent très bien qu'il y a des preuves solides pour me défendre et que ça causera des débats qui blesseront des gens. Je suis restée presque 1 an avec Léa, j'ai encore de l'affection pour elle, et voir sa rancœur m'attriste. Nous nous étions quittés sans embrouille, je n'arrive pas à expliquer ce ressentiment 3 ans après. J'aurais aimé leur parler, ce n'est pas faute d'avoir essayé, comprendre ce qu'elles me reprochent au fond et ce qu'elles attendent. Je suis prêt à prendre mes responsabilités et faire un travail sur moi, même si c'est toute la même chose, sur moi-même si nécessaire, à condition que je puisse entendre le fond du problème au-delà des faits tronqués, modifiés. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi tu t'écrases comme ça, toujours? Oui, mais je m'excuse. Alors je savais pas du tout qu'apparemment là c'était un gnôle, mais je m'excuse, désolée, je vais faire un travail sur moi. Non, t'as rien fait. Celles qui sont dingues. Toi, t'as rien fait en 3 ans. Nous avons tous changé sur le but et de donner une bonne leçon, laquelle peut-être aurait-il fallu d'abord en discuter. Je ne veux aucunement nier le mal-être qu'elles expriment aujourd'hui. Malheureusement, faire des caméras cachées et créer un récit à charge devant la France entière ne me semble pas être une démarche très constructive. Le but n'est de toute évidence pas d'éduquer, de protéger d'autres femmes ou d'attendre des excuses. À quoi tout cela va servir? Quelques heures d'excitation? Avoir une personne se faire lyncher par une foule avide de sang? Pour reconstruire quoi? Les seuls gagnants dans l'histoire sont les vendeurs de clics et de papier. Croyez-moi, je suis prêt à tout pour le voir tomber, je veux sa mort, qu'elle soit sociale ou physique. Non mais c'est incroyable de sortir ça. J'ai toujours séparé vie privée et publique, ne pas se montrer, ne pas fitter, la personnalité qui s'efface pour le collectif. Mes histoires privées sans lien avec YouTube n'ont rien à faire sur la place publique. Je m'excuse auprès de l'équipe et les autres youtubeurs du collectif qui n'ont rien demandé, qui se retrouveront peut-être bien malgré eux pris dans un déferlement de haine injustifié.
De mon côté, pas le choix, nous avons au sein de l'équipe des règles claires concernant ce genre d'affaires. La priorité est donnée à la protection de l'équipe et des abonnés, ce pourquoi nous mettons automatiquement à l'écart les personnes accusées le temps d'en savoir plus. Il n'y a pas de raison que je déroge à ces règles, hein, bien que je sois convaincu de mon innocence. Voilà pourquoi je suis retiré des chaînes depuis 6 mois et que la rédaction a pris ses distances avec moi le temps d'un recul nécessaire. Ma passion, c'est de partager des connaissances, pas d'être un personnage public. Je n'ai pas la force de subir un harcèlement médiatique, sourd à toute raison, discussion, que seule la damnatio memoria semble pouvoir atténuer. Si la justice doit être impliquée, je me battrai avec force et conviction parce que je la sais impartiale et juste, lol. Je n'ai aucun doute sur mon innocence et l'irréfragabilité des preuves avancées de ma contre-enquête. J'espère que le temps pourra faire émerger la vérité, laver mon honneur, apaiser le cœur de ces deux femmes et faire réfléchir les pharmacliques sur la déontologie à avoir quand on traite ce genre d'affaires. Ah Seigneur, c'était tellement long. Bon bah en tout cas, écoutez, j'ai jamais vu un debunk aussi précis. Je pense que... Ouais. Est-ce que vous avez encore des doutes? Je pense que là, il n'y a plus grand-chose à prouver hein, quant à la non-culpabilité du coup de... Comment il s'appelle de nouveau? Enfin, de ce mec de trash. Neoxys. Voilà, moi, il m'a convaincu. Bon, en même temps, hein, on le voit tellement, ce genre d'histoire, comme j'arrête pas de le répéter, c'est tout le temps la même chose. Elles font du copier-coller, donc on n'y croit plus, on n'y croit plus. C'est tellement bizarre, ce genre de ouais, blackout, mais je te raconte le truc vraiment avec énormément de précision. Non, ça colle pas. Bon, eh bien, dites-moi, vous, hein, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Est-ce que vous pensez que c'est les filles qui encore essayent de détruire la vie d'un mec comme ça? Pourquoi en fait? C'est la question que je me pose. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, elles changent d'avis et d'un coup, les deux veulent le détruire? Pourquoi? Quelle est la raison derrière ça? Ça, j'aimerais bien le savoir. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!